Salut tout le monde. Alors pour faire une petite transition avant un nouveau tome de Percy Jackson, j'ai décidé de prendre un livre euh, de- complètement différent, on va dire. Alors une dernière danse de Oluf Amy. Donc normalement ça devrait faire une ou deux vidéos. Le livre est vraiment pas long, donc on va lire ça. Et voilà. Donc c'est parti. Une dernière danse. Dimanche 11 octobre, vers 5 heures, plage Bandol. Assis dans le sable, contre un muret, il ne pouvait s'empêcher de claquer des dents. Malgré le vent marin, revigorant, il était glacé jusqu'au sang. Ça recommençait, il avait mal à la tête. Émir ne voulait pas rester caché. Émir voulait penser à Lola. Encore une. Chuta, Émir, encore une, et je m'arrêterai. Inutile de protester, Émir s'impatientait et voulait une autre femme. Il tenta de se redresser et s'enfonça piteusement dans le sable. Il contourna les poubelles et revint dans la salle de réception. Malgré l'aube naissante, l'ambiance était toujours bon enfant. La foule endimanchée plaisantait, flirtait en buvant des cocktails sophistiqués. Quand le brouhaha faiblissait, on pouvait saisir les classiques joués par l'orchestre, Tino Rossi, Gloria Lasso ou encore Georges Guettari. Des serveurs armés de coupes et de petits fours se faufilaient avec souplesse à travers les convives. Il attrapa au vol un verre et le vida. Cette soirée le frustrait. Il avait envie de danser, mais elle n'était pas là. Son regard se posa sur une imposante décoration florale qui bordait la piste. Il s'adoucit. Les orchidées venaient d'éclore et leur parfum mélangé à l'air marin le grisait. Du bout de l'index, il caressa la tige délicate qui se tendinait gracieusement sous la brise océanique. Il fronça les sourcils en découvrant un puceron remonter le pédicule. Il le saisit d'un mouvement agile. Les pattes de l'insecte moulinèrent dans le vide. Il le coinça entre le pouce et l'index et pressa fort. Puis il roula en boule le déchet et s'en débarrassa d'une pichenette. Une fleur était fragile et devait rester pure. Il caressa à nouveau la tige de l'orchidée. Il détailla ainsi chacun des pétales. Il ne s'éloigna qu'une fois assuré que les plantes étaient en sécurité. L'orchestre entama une nouvelle ballade. Il sursauta comme si on l'avait giflé. Tino Rossi, sa chanson préférée. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. Alors que les notes s'élevaient, sa colère jaillit en voyant les premiers couples se former. Un homme se plaça avec sa partenaire et il grimaça. Une chemisette. Lorsqu'on déclarait son amour à une dame, on se devait d'être correctement apprêté. Il balaya la piste et ses yeux accrochèrent une femme en sandales plates. Et après, tatouage et distribution de cocaïne. Aucun ne méritait d'être là. C'est lui qui aurait dû se tenir au centre, avec sa partenaire. Ils auraient tournoyé, virevolté, parfaitement synchronisé et atteint la perfection. Il ferma les yeux et se vit enchaîner les balancements et les pas latéraux avec précision. Il parcourut la salle comme il l'avait fait maintes et maintes fois dans la soirée. Où diable était-elle? Son regard se troubla. Il ne pouvait s'empêcher de trembler dans ces moments-là. Émir pouvait reprendre le dessus à tout moment. Il rajusta son smoking et son nœud papillon pour se donner de la contenance. Il devait rester calme. Puis, tel un ange blond, elle se matérialisa. Sa muse, sa partenaire, sa future victime. Elle était habillée d'un imposant manteau de fourrure noire, trop extravagant à son goût. En l'apercevant de l'autre côté de
verrouillèrent. Ses yeux pétillaient, son corps vibrait. D'un air de défi, elle écarta un pan de son manteau et pointa insolemment avec sa jambe gauche. Il réalisa que c'était elle qui avait demandé à l'orchestre de jouer le morceau. La petite friponne, entre son chignon élaboré et son collier en diamant, son cou gracile scintillait, un cou qu'il prendrait plaisir à serrer entre ses doigts. Il frémit d'excitation en imaginant ses os craquer. Il détailla sur sa cavalière. Il apprécia sa robe à franges lamées, ses jambes fuselées et surtout ses souliers, ceux qu'il lui avait offert quelques jours plus tôt, une paire d'escarpins roses vifs. Dimanche 11 octobre, vers 9h, quartier résidentiel des maraîchers Bandol. Affalé dans son divan, le commissaire Rémi Alfonso essaya d'ignorer la sonnerie stridente qui tambourinait dans son crâne avant de se répercuter dans son corps. Dormir, dormir, dormir. Il en avait tant besoin. Le timbre le traversa à nouveau et il eut des crampes aux pieds. Il se couvrit la tête avec le plaid coincé sous son torse et s'enfonça dans le divan moelleux. Le silence enveloppa l'espace et il bâilla de satisfaction. Quelques instants passèrent et il réalisa que le plaid clignotait. Il reprenait conscience par vagues. Sa langue était pâteuse, il avait une haleine de cheval, même si c'était injuste pour le cheval. Et cette lumière, il jeta sa couverture hors du sofa et tourna la tête vers le voyant rouge. Le plaid tomba mollement, faisant tenter des bouteilles vides. Il tendit la main vers le combiné et s'affaissa étourdi. Son salon était plongé dans le noir. C'est vrai qu'il avait baissé les volets il y a 2 jours déjà, à moins que ça ne soit il y a 3 jours. Il attrapa le téléphone et cogna 2 bouteilles qui tombèrent sur le sol. Personne ne l'appelait sur la ligne fixe, il n'en connaissait même pas le numéro. Il appuya sur une touche et la lumière de l'appareil lui vrilla les yeux. Il continua de presser sur les touches au hasard. L'une déclencherait certainement le répondeur. Il finit par trouver un bouton de lecture sur le socle du combiné. Ça aurait été plus simple sur un smartphone. Il appuya sur le bouton à tous les coups. Ça serait un démarcheur pour une fenêtre ou pour une autre connerie de ce genre. Les premières secondes du message le plongèrent dans le désespoir. Une respiration saccadée entrecoupée de sifflements, c'était lui. Son cœur se mit à battre de façon désordonnée, comme une balle de tennis. Au bout de quelques secondes, une voix rauque, celui qui lui pourrissait la vie depuis presque 1 an. « Cher commissaire, dit-il joyeusement, vous êtes le seul qui me comprenne véritablement. Ce nouvel inspecteur, Napkitch, fraîchement venu de la capitale, est d'une condescendance insupportable. Ses inflexions devinrent plus aiguës. Je n'aime pas les incompétents. Pour féliciter votre persévérance, je vous offre un petit présent. Rémi entendit le combiné se déplacer. Allez, ma jolie, dis un mot gentil au commissaire. Des gémissements perçants le pénètrent au plus profond. La peur de cette vie le pétrifiait. Elle est en vie, mais pour combien de temps? Tic-tac, tic-tac, à vous de jouer. Le rire caverneux le glaça. Encore cette respiration saccadée, puis la ligne fut coupée. Rémi paniqua. Un petit présent, une autre victime. Ce tueur fou allait faire une nouvelle victime. Il se tenait maintenant parfaitement éveillé devant le sofa. Quel con! Il fourragea ses cheveux. Mais quel putain de con il était! Son mal de tête s'intensifia. Il eut un pincement au cœur. Pourquoi n'avait-il pas décroché? Égocentrique comme le tueur était, il aurait pu gagner du temps en le faisant parler. Il aurait pu laisser des indices précieux. Il ne le permettrait pas. Il la sauverait. Il composa le numéro de la brigade. Le
message devait être analysé au plus vite. Dimanche 11 octobre, 9h40, sur une grande avenue Bandol. Débouchant sur l'avenue de la Libération, sirène hurlante, Rémi slalomait entre les autos. Il vira à gauche, évita de justesse une voiture arrêtée à un feu, tourna à droite et dut écraser le frein pour laisser traverser un piéton. L'analyse du message avait parlé. On avait passé la belle depuis une plage. La belle affaire. Des plages. Il n'y avait que ça ici. Il se revit projetant son téléphone fixe contre le mur. La voix fluide de Napkitch résonnait encore dans sa tête. Afonso, de quel droit réveillez-vous un technicien pour un canular de mauvais goût? L'argent du contribuable ne sert pas à poursuivre des chimères. Cet enfoiré, que devient la victime dans cette histoire? La femme, pas la victime, elle devait être vivante. Il lui envoya une prière silencieuse. Pas-toi, laisse-moi le temps d'arriver. Ses mains se crispèrent sur le volant. Si elle mourait, il regarda l'heure sur le tableau de bord. 30 minutes s'étaient écoulées depuis le coup de fil. C'était possible. Sa vue se troubla. Il appuya sa paupière gauche, saleté de migraine. Il tapa dans sa boîte à gants en quête d'un soulagement. Le tiroir céda dans un craquement sec, et à cause de la vitesse, le contenu se déversa dans l'habitacle. Papier, emballage vide, reste alimentaire, médicaments pour la diarrhée, vitamine C. Résigné, il ouvrit la vitre. L'air froid et iodé emplit le cockpit. Respire, respire, respire. Une nouvelle femme. Aussitôt, ça ne lui ressemblait pas. Pour les précédentes victimes, des semaines entières s'étaient écoulées entre les découvertes des corps. La dernière en date, Sophie Suarez, avait été déterrée il y a 3 jours. Pierre avait-il décidé d'accélérer la cadence? Avec un sourire mauvais, il se rappela le jour où il avait trouvé ce surnom. Ce n'était pas un fou ou un dangereux malade, comme l'affublait la presse, simplement un homme qui, bientôt, serait écroué. Un des Pierres, il en avait côtoyé. Ça commençait au primaire avec Pierre Bouchard, à son ex-formation, de beaux-frères qui le narguaient avec ses montres de luxe et ses séjours sur la Riviera, les fonctionnaires avec leurs avantages et les aides sociales provoquent le déclin de ce pays, bourdonnait-il. Mais la maîtresse avait toujours pincé Pierre Bouchard et le fisc. Ses chers collègues fonctionnaires avaient fini par pénaliser son beau-frère, beaucoup plus proche. Sa dernière journée au poste, 2 interpellations. Le premier avait montré son sexe à des enfants sur la plage et le second avait appelé le commissariat pour réserver une chambre à l'hôtel de police. Et qu'avaient ces 2 abrutis en commun? Bref, les Pierres n'étaient pas malins, se croyaient au-dessus des lois et finissaient toujours par se faire pincer. Rémi se gara et vérifia son téléphone, faisant fi de Napkitch. Le technicien avait remonté l'appel jusqu'à la plage dorée. Il ouvrit son GPS et détailla la carte. Le littoral désert s'étendait sur 400 mètres. Il leva la tête. Personne n'avait osé braver le vent hivernal. Il emprunta un escalier en bois humide et descendit sur la plage. Je ne vais pas lâcher mes hommes dans une zone aussi importante pour une hypothétique victime, pérorait Napkitch. Comme si le tueur allait envoyer un plan en cochant l'endroit où il l'avait laissé. Ce connard avec ses costumes bien coupés, son brushing impeccable et ses ongles manucurés. Qui sincèrement avait le temps d'être aussi apprêté? Napkitch pensait-il qu'il allait flâner toute la journée? Il allait scruter toute cette foutue plage, trouver des indices et boucler cette enquête. Ce cauchemar avait débuté il y a 1 an avec la découverte du corps d'Olivia Nicolas. Son fiancé
avait signalé sa disparition un mois avant. Rémi se rappelait n'avoir pas pris au sérieux cet homme, rabougri à la voix douce, presque féminine. Ils formaient un couple disparate. Olivia était trop belle pour lui. Il était persuadé qu'elle avait voulu changer de vie. Une fois le cadavre trouvé, il s'était lancé avec une énergie nouvelle dans l'enquête, et il n'avait dégagé aucune piste sérieuse. Tout aurait pu en rester là. Seulement, l'insistance du fiancé avait poussé Rémi à chercher une affaire similaire sur le territoire national. Rémi fut surpris de détecter 2 cas antérieurs rien que dans la région, avec le même profil. Des femmes éduquées, proches de la quarantaine, elles avaient abandonné parents, maris, amis, dans une angoisse sourde et surtout, détail soigneusement omis. Dans la presse, elles avaient toutes été étranglées et arborant la même paire d'escarpins en satin rose vif. Le temps de la discrétion était révolu. À cause de lui, tout était allé de travers. Le tueur à l'escarpin rose, comme le surnommait la presse, semait la panique. Une victime le mois passé et la dernière il y a 3 jours. Il s'arrêta un moment et contempla l'immensité de l'océan souvent. Il venait ici tôt. Il aimait avoir la plage à lui. S'il n'avait pas autant bu hier, il aurait marché ce matin. Peut-être qu'il aurait entendu le téléphone. Peut-être qu'il aurait surpris le tueur. Il frissonna. Le vent glacé s'engouffra dans son pull. Une odeur rance s'échappa de lui. Dégoûté, il remonta la fermeture et mit sa capuche. Il baissa les yeux sur son jogging, élimé taché de la sauce bolognaise qu'il avait mangé 2 jours avant. Il passa la main sur sa barbe naissante. Sa peau le démangeait. Il inspira une grande bouffée. L'air iodé alla délier le nœud qui comprimait sa tête. Sa migraine s'adoucit. La mer produisait son effet magique. Rémi se retourna brusquement en sentant une présence derrière lui. La joggeuse se figea comme une biche aux abois, puis elle le dévisagea avant de reculer et de s'éloigner à grande foulée. Rémi regarda les nuages de buée qui émanaient d'elle. À cause du vent, il ne l'avait pas entendu approcher. Le vent. Rémi écarta les bras et le vent plaqua son manteau contre son corps, et il sentit à nouveau l'odeur rance. Le vent, ce matin, lorsque Pierre avait appelé, il avait saisi distinctement ses inflexions ainsi que les gémissements de la victime. Que n'avait-il pas perçu? Le vent. Il avait forcément téléphoné d'un endroit fermé. Il scruta l'horizon avec un œil neuf, une pièce close, comme ce restaurant qui se trouvait 100 mètres devant. Il s'approcha d'une vitre et regarda l'intérieur de la salle. Aucun mouvement. Sur la terrasse, des chaises soigneusement empilées et des tables cadenassées sur une affiche ballottée par le vent. On apprenait qu'un bal musette avait eu lieu la veille. Tout semblait en ordre. Il tourna plusieurs fois sur la terrasse sans rien déceler. Au bout de quelques minutes, il dut se rendre à l'évidence, étant donné la configuration de l'emplacement. Pierre n'aurait pas pu commettre son forfait ici. Il quitta la terrasse en pensant à ses prochaines actions. Appeler l'établissement, obtenir la liste des participants. La migraine de Rémi monta d'un cran. Si Napkitsch ne lui donnait pas des hommes, combien de temps lui faudrait-il pour tous les interroger? Il reprit sa lente marche sur le rivage. Il devait examiner encore un bar et une sandwicherie. Il considéra les immeubles bordant la plage. Le coup de fil aurait pu être passé depuis un appartement. Comment, en déambulant au hasard, pourrait-il quadriller toute cette zone? Sa vue se brouilla et ses mains tremblèrent. Il était épuisé. Il allait rentrer, se doucher
boire un café et dégager, ou plutôt l'inverse. Rémi était tellement concentré qu'il ne remarqua pas ce qui le fit trébucher. Agacé, il se releva en s'époussetant. Le sable s'incrusta dans ses habits et collait à sa peau. Les gens balançaient vraiment n'importe quoi. Il commençait par la douche. Tout en secouant, il jeta un coup d'œil sur ce qui l'avait fait tomber et s'écroula. Un joli pied, verni dans un escarpin rose, vif, sortait du sable. Il est arrivé trop tard. Dimanche 11 octobre, 13h15, dans un quartier résidentiel de Bandol. Assis confortablement dans son salon, Émir jubilait. Les chaînes d'infos en continu ne parlaient que de ça. La nouvelle victime du tueur à l'escarpin rose. Ombeline Ortega, 42 ans, originaire de Nancy, était assistante médicale depuis 8 ans. Il prit un malin plaisir à découvrir les pans de sa vie qu'Ombeline lui avait cachés. Il se gara confortablement et but une gorgée de bière. Ses anciens collègues se rappelaient la femme enjouée et professionnelle qu'elle était. Émir zappa ainsi de reportages exclusifs en rétrospective jusqu'à être repu. Il gloussa, ivre de joie. La police tournait en rond. Elle ne l'arrêterait jamais. Il sortit du salon, emprunta le couloir et dirigea vers le fond de l'appartement en fredonnant. Il avait envie de danser. Il l'ouvrit et aspira les odeurs âpres du produit nettoyant du parquet. Ça sentait le propre. Ça sentait les jours de rentrée dans son village. Lorsque tous les élèves étaient mis à contribution pour le grand ménage de la classe. Comme à chaque fois, il prit quelques secondes pour détailler la pièce. Elle lui ressemblait, sobre et luxueuse. Il avait choisi lui-même les couleurs et la décoration, des amplis intégrés dans chaque coin de l'espace, les miroirs sur toute une longueur, pour admirer sa danse divine, la piste en chaîne massive. Le tout était insonorisé. Pour plus de discrétion, ici, il pouvait valser de son soul et revivre ses spectacles. Pour l'instant, aucune n'était arrivée à la cheville de Lola, sa douce et tendre Lola. Il ferma les yeux. Il courait dans leur champ. Lola adorait jouer à cache-cache. Elle n'était pas très dure à trouver. Il sentait les herbes hautes gifler son visage, son rire cristallin porté par le vent. Quand elle retenait sa respiration, répugnant à être découverte, il éternisait les parties pour son plaisir à elle. Lola aimait la vie. Rien n'aurait dû arriver à sa Lola. Il contempla la masse informe ligotée dans un coin de la pièce, la silhouette élancée, les joues marbrées de larmes sèches, les yeux rougis, les cheveux bruns souples. Elle avait fini par s'endormir. Serait-elle aussi légère que les autres une fois dans ses bras? Serait-elle tout aussi douce une fois raide et froide? Dimanche 11 octobre, aux alentours de 16h, quartier résidentiel de Bandol. Rémi ouvrit les yeux et regarda les alentours. Il était allongé sur un banc aux planches bosselées. Malgré les fenêtres ouvertes, l'endroit était étouffant et il sentait la friture. Devant lui, au-dessus d'un comptoir, tableau lumineux, affichait des menus. Rémi fronça les sourcils, soudain perturbé par un crissement interminable. Il avait l'impression qu'on lui sciait les dents avec une molette. Il tourna la tête vers le bruit qui provenait de sa droite. Un homme, vêtu d'un short bleu et d'un t-shirt bariolé, empilait des tables en acier dans un coin. Son horrible migraine s'éveilla aussi. Il avait l'impression qu'elle jouait avec lui, comme le lion guettant l'antilope. Crédule, il regarda l'horloge accrochée à côté des affiches. Déjà 16h. Il
Il étouffa un gémissement. Il mit la main pour masser sa nuque raide. Et une jeune femme se précipita vers lui. Il suspendit son geste. Rémi admira la façon dont ses pieds effleuraient le sol. Les yeux fermés, on ne l'entendait pas venir. Une fée. Elle portait le même haut bariolé que l'homme qui poussa une nouvelle table contre le coin, rompant le charme du moment. Rémi grimaça à nouveau. Cet homme allait le tuer. Les mains douces de la femme voltèrent sur son bras, et ses cheveux se déployèrent en corolle sur sa peau. Il eut l'impression d'immerger dans un lac tropical. Vous êtes réveillé, attendez. Elle passa un bras dans le dos de Rémi pour lui permettre de s'asseoir. Elle sentait le citron. Rémi voulut la remercier, mais sa mâchoire resta bloquée. Il n'arrivait plus à articuler. Dégoûté, il reconnut le goût du sang dans sa bouche. Tremblant, il porta sa main à la lèvre. Elle était fendue. Il toussa violemment. La femme recula et se précipita derrière le comptoir. Rémi grogna, agacé de se sentir si faible, si démuni. C'était sans doute à cause de son agression. Était-ce arrivé sur la plage? Je vous ai retrouvé à 2 rues d'ici, expliqua-t-elle, une réponse à sa question silencieuse. Les hanches rondes chaloupèrent vers lui, et elle s'agenouilla devant lui. Ses cheveux bouclés lui caressèrent à nouveau la joue. Il lutta pour ne pas y enfouir le visage, comme dans un oreiller moelleux. Ils se dévisagèrent, et elle s'empourpra joliment. Vous n'arrêtiez pas de dire que vous aviez mal à la tête. Rémi en serra le verre d'eau. Il détailla sa bouche un poil trop grande, faite pour les baisers. Gêné, il baissa les yeux. Elle portait un badge avec son prénom. Il ne bougerait pas. Peut-être ainsi elle resterait près de lui. Ses doigts étaient boursouflés et son vernis écaillé. Peut-être elle remonterait sa petite menotte sur son bras. Elle semblait douée pour les caresses. Un bruit métallique les fit sursauter. L'homme les dévisageait d'un air désapprobateur. Rémi appuya sa tête contre le mur. Ombeline, il avait découvert son cadavre sur la plage. Il baissa les yeux sur ses habits dégoûtants. Était-il parti chez lui pour se changer, comme prévu, ou avait-il préféré aller directement au commissariat? Comme si elle lisait dans ses pensées, sa fée ajouta: Prenez le temps de vous ressaisir. Le restaurant est fermé. Nous partons dans 20 minutes. Il hocha la tête et vida le verre d'eau. La fraîche coulée apaisa la vague nauséeuse dans sa gorge. Il regarda le comptoir avec envie. Il durait pour un autre verre, mais sa fée s'affairait déjà à l'arrière-boutique. Elle s'appelait Sonia, Sophie en russe, Sofia, Safia, Sophie, Soufia, Sofiana, comme la 5e victime. Dire qu'il était en train de rêvasser alors que ce fou rôdait toujours. Quel abruti! Il sentit une bosse sous sa cuisse et extirpa ce qui le gênait. Le dossier de l'affaire. Un flash lui revint. Une pièce sombre et froide. Il y avait reçu un SMS d'un collègue. Ombeline était morte aux alentours de 6 heures du matin, 3 heures avant que Pierre ne l'appelle. Ce salaud avait menti en prétendant qu'il pourrait la sauver. C'était à ce moment-là qu'on lui avait frappé la tête. Il porta la main sur son crâne et sentit une bosse. Il ouvrit la chemise, cartonnée, et tira une photo au hasard. Olivia Nicolas, la 3e victime. Il admira ses yeux en amande et sa bouche pleine de promesses. C'était une semaine avant qu'elle ne se fasse étrangler. Quel gâchis! L'homme passa avec un balai en lui jetant un regard hostile. Il se glissa sous le comptoir et disparut à l'arrière. Presque aussitôt,
Des éclats lui parvinrent. Rémi tendit l'oreille. L'homme semblait en colère. Il se leva et s'approcha du bar. Il ne m'inspire pas confiance. Tu es sûr que tu ne veux pas que je t'attende? Rémi hocha la tête. Rasséréné, il avait raison de se méfier. Avec un tueur dans les rues, une femme devait toujours être convenablement accompagnée. Entre ses blessures, ses habits maculés de sang, ses ongles sales et cassés, pas besoin d'être devin pour comprendre qu'il faisait peur à voir. L'homme sortit de l'arrière-boutique. Il portait maintenant une chemisette à carreaux et un jean sombre. Il mit ses lunettes de soleil sur le front et lança. J'y avais Sun. On se rappelle tout à l'heure. Il avait souligné les derniers mots, tout en plantant son regard dans celui de Rémi. L'allusion était limpide. Je sais à quoi tu ressembles. S'il lui arrive quelque chose, tu seras tenu pour responsable. Il sauta en retour. Elle est en sécurité. À demain, Martial, lui lança Sun, depuis l'arrière-boutique. Rémi prit le stylo sur le comptoir et se mit à griffonner au dos d'une feuille. Écrire lui avait toujours permis de fixer ses idées. Souriante et épanouie, les victimes aimaient leur vie. Françoise était passionnée de moto et de sport. C'était sa capitaine qui avait lancé l'alerte en remarquant son absence aux entraînements. Sur une photo d'après-match, on pouvait y voir une rousse aux formes généreuses, brandissant avec fierté son titre de championne de France d'Ultimate. Rémi la soupçonnait d'avoir une relation avec l'une des joueuses, mais personne n'avait pu confirmer cette hypothèse. Amandine, mère au foyer, son mari avait signalé sa disparition sur la photo qu'il avait apportée. Elle jouait avec ses deux garçons dans une piscine. Sophie était la plus jolie, originaire de Nîmes. Elle s'était rendue avec ses cousines chez sa tante pour fêter son permis fraîchement obtenu. Rémi se rappelle la femme au dos voûté et au visage défait qui avait débarqué au commissariat. Amandine, Françoise, Nathalie, Olivia et Sophie. Maintenant, il pouvait rajouter Ombeline à la liste. 6 femmes, elles n'avaient rien en commun, à part leur âge, proche de la quarantaine, célibataires ou mères, sportives ou rondes. Quelque chose l'interpella, tremblant, il regarda sa feuille. Ce n'était pas possible. L'évidence lui asséna un coup. Il n'aurait pas pu le voir avant. Il fallait qu'elle soit 6. Était-ce un hasard? Sonia sortit de l'arrière-boutique. Elle avait troqué son uniforme contre une robe avec des grosses fleurs violettes et des sandales compensées roses. À la façon dont ses hanches se mouvaient, il sentit quelle danseuse agréable elle était. Le genre à se mouler parfaitement à son partenaire. Rémi se crispa. Lui ne pouvait aligner 2 pas sans écraser les pieds de ses cavalières. De toute manière, il ne l'inviterait jamais à danser. Mais peut-être qu'elle accepterait de prendre un verre. Sonia ferma les volets. Pendant la salle basculait progressivement dans le noir. Rémi chercha dans le dossier une confirmation de son hypothèse. Il s'inscrivit les noms des victimes en dessous. Il inscrivit les noms de famille des victimes en dessous. Aubry, Ortega, Fourier, Olivier, Suarez, Nicolas. Bon sang, ça ne pouvait pas être un hasard. Amandine, Françoise, Olivia, Nathalie, Sophie et Ombeline. Afonso, A-F-O-N-S-O. Sa vue se troubla, l'angoisse l'étreignit et son cœur cessa de battre. Les mêmes initiales revenaient encore et encore, comme une
mauvaise mesure. Un flot de bile lui remonta dans la gorge. C'était mauvais, on l'avait piégé. Dimanche 11 octobre, aux alentours de 16 h, quartier résidentiel de Bandol. Immobile, Rémi regardait par la fenêtre de la voiture, devant son air désemparé, en sortant du restaurant. Sonia avait proposé de le déposer au commissariat. Préoccupé, discuter avec elle lui semblait au-dessus de ses forces. Pire, son odeur obsédante de citron n'arrivait plus à le transporter. Regrouper les initiales des prénoms des victimes formaient Afonso. Il en était de même pour leur nom de famille, leur profession et leur adresse. Cette façon malsaine d'être au centre de l'attention le paniquait. Son pouls s'accéléra. Depuis le début de cette affaire, tout tournait autour de lui. Olivia avait été découverte dans sa juridiction sur l'insistance de son fiancé et troublé par ce rituel de l'escarpin. Il avait trouvé Amandine et Françoise dans des communes voisines. Les premiers mois, il avait coordonné les enquêtes préliminaires et les recherches. Ses migraines dataient de ce moment. Elle l'épuisait, le vidait. Dormant peu, excessivement stressé, il avait jeté toute son énergie dans ces multitudes de petits cailloux, d'indices, de pistes, qui finalement avaient débouché sur des impasses. Les somnifères l'avaient soutenu et l'engloutissaient dans un sommeil sans rêve, le coupant de cette voix sournoise qui lui rappelait le loser qu'il était. Ce travail avait fini par payer. Un ancien cordonnier, Charles Pierre, et un Pierre de surcroît, fut appréhendé. Rémi inspira, la poitrine bloquée par une douleur familière. Certes, Charles Pierre ne cessa de clamer son innocence. Il y avait aussi cette constellation de détails qui ne collaient pas, le profil psychologique, les incohérences dans son emploi du temps, mais était-ce suffisant pour relancer la psychose? Les jours passèrent et il se força à oublier ces détails. Il se replongea avec délectation dans sa ville qui revivait. Charles Pierre se suicida 3 jours avant son procès. Malgré tout, Rémi fut unanimement acclamé par l'opinion publique et le haut commandement pour l'arrestation de ce criminel. Rémi n'eut plus d'hésitation. Charles Pierre était coupable. Il eut son démenti 2 semaines plus tard avec le cadavre de Nathalie. La presse se déchaîna. Tous ses faits et gestes furent interprétés et triturés. Il ne passait plus un jour sans qu'un nouveau scandale soit à la une. Le laxisme dans le respect des procédures, la confusion dans les dates, sa supposée addiction. Rémi savait que les fuites venaient de son commissariat. Il n'avait aucune preuve, mais il était sûr que la taupe était Pérez, un de ses commandants. Celui-ci défiait son autorité. Il prenait même plaisir à le voir se dépêtrer dans les scandales. Loin de se calmer, il engloutit encore plus de cachets, dormit moins jusqu'au jour où sa hiérarchie prit peur. Il n'avait pas pris la peine de l'en informer. Rémi l'avait découvert quand Napkitch avait débarqué, la bouche en cœur, dans son commissariat, donnant des ordres à ses hommes. Il l'avait si mal supporté. 2 mois de congé, avec obligation de se traiter. Il avait accepté d'être hors circuit. Lui, qui était pas proche de sa famille, était allé quelques semaines chez sa mère. Maintenant qu'il était de retour depuis 2 jours à peine, voilà que Pierre le propulsait au cœur de l'action. Rémi hocha la tête pour saluer un collègue et entra dans le commissariat. Intrigué, il dévisagea le jeune Brousseau, chargé
les habits de Rémi et lui rétorqua sèchement: Vos papiers, monsieur. Rémi réprima un soupir de frustration. Il transpirait et sentait son corps moite. Il tenait enfin un indice. Pierre répétait un schéma. Il était obsédé par lui. Et ce Thaddée ne le connaissait pas, lui, qui avait dirigé ce lieu pendant 6 ans. Pire, il ne semblait pas savoir comment se nommer son nouveau chef. Son sang ne fut qu'un tour. Garçon, appelez-moi l'inspecteur Napkitch, Napkic. Dites-lui que c'est le commissaire Afonso qui le cherche, vite. À la mention du grade, le genou blêmit avant de disparaître dans le couloir. 5 puis 10 minutes passèrent. Rémi se frotta les mains. Fébrile, il avait envie de tout plaquer et d'aller dormir. Le bleu revint, flanqué d'un homme plus costaud. Rémi haussa un sourcil. Évidemment, le coq ne se déplaçait pas. Il envoyait une poule. Le visage de l'officier s'illumina en l'apercevant. Mais c'est ce très cher commissaire. Comment allez-vous? Mieux, si on ne collait pas de tels énergumènes à l'accueil. Rémi contracta la mâchoire. Ouh, et votre chef, je dois lui parler. Pérez secouait la tête en signe de dénégation. Rémi retint une vague de nausée. Sa vue se troubla et des points noirs apparurent. Il savait ça. Le commandant se précipita, l'attrapa et l'aida à s'asseoir sur un banc. Il s'adressa au jeune homme à l'accueil. Ramène-moi une canette au distributeur, s'il te plaît. Pour la deuxième fois de la journée, Rémi se trouva affalé sur un siège, avec quelque chose à boire. Ça n'a pas l'air d'aller, commissaire. Pourquoi ne rentreriez-vous pas? Rémi retint un commentaire cinglant. Bien sûr qu'il avait envie d'être au calme. Cela avait porté des habits frais. Il voulait avoir des ongles et des dents propres. Il puait de la gueule depuis ce matin. Et cette façon dédaigneuse de l'appeler commissaire, comme s'il avait gagné son titre dans une pochette surprise. Il tendit la feuille à l'officier. Le sourire narquois de Pérez s'estompa au fur et à mesure qu'il expliquait sa théorie. Dans l'esprit malade de Pierre, il avait un lien quelconque. La mémoire de Rémi s'affola. Peut-être l'avait-il déjà croisé. Il fallait passer au crible. Toutes les personnes qui, de près ou de loin, l'avaient côtoyé dans cette affaire. Témoins, proches des victimes, collègues. Pensif, le regard de Pérez alternait entre lui et la feuille. Quelque chose n'allait pas. Pérez n'avait jamais su masquer ses émotions. Il avait trouvé quelque chose. Il éclata bruyamment une bulle avec son chewing-gum. Rémi se tortilla, gêné. Intéressant, on va analyser ça de plus près. Où étiez-vous ce matin entre 6 et 9 heures? Question de routine, ajouta-t-il précipitamment. La question avait surgi comme un caillou qui brisa ses convictions. On lui demandait son alibi pour le meurtre d'Ombeline. Comment osait-il le soupçonner, lui? Il avait trouvé les connexions entre les affaires. Croyait-il vraiment qu'il avait assassiné 6 jeunes femmes? Pourquoi au juste? Rémi perçut avec acuité ce que le fiancé d'Olivia avait ressenti. Pérez devait faire son travail, mais de là le soupçonner. Avait-il un alibi? Les victimes avaient toutes été tuées dans la nuit. Il vivait seul, sortait peu. Ses rares rendez-vous galants étaient avec une serveuse du fast-food qu'il baisait un samedi sur 2 dans le parking. Occasionnellement, il prenait des verres avec les collègues dans le bar à côté du commissariat. Pérez le savait. Avait-il un alibi? Bien sûr que non. Ça ne pouvait pas être lui. Ce matin, ce fou lui avait téléphoné. C'était une preuve. Rémi se retint de lui balancer cet argument. Pérez pouvait toujours
appelé. Il avait fait une terrible erreur en venant ici. Il serra la chemise contre lui et se mit debout. J'ai passé une sale journée, je vais y aller. Pérez éclata d'un rire faux. Vous faites bien, rentrez, nous allons vérifier tout ça, fit-il en agitant la feuille froissée, et nous prendrons contact avec vous bientôt, en tant que suspect. Pérez l'agrémenta d'une petite tape sur l'épaule et le ramena vers le portail. Fouille, mon pote, tu ne trouveras rien. Rémi sortit du commissariat, une grosse boule compressant sa poitrine. Les choses n'auraient pu être pires. Dimanche 11 octobre, vers 17h30, quartier résidentiel des Maraîchers, Bandol. Rémi ouvrit la porte d'entrée et laissa Sonia s'engouffrer. Il jeta son pull sur un meuble à côté de lui. Maintenant qu'il avait insisté pour la faire entrer, il regrettait. Il n'avait qu'une envie, lancer ses baskets à travers la pièce et se couler dans le sofa devant une bière fraîche. De toute façon, lorsqu'elle verrait la saleté dans son appartement, elle prendrait ses jambes à son cou. Il appuya sur l'interrupteur, mais l'entrée resta dans le noir. Il fronça les sourcils et cliqua frénétiquement. Il ne manquait plus que ça. Il tendit les bras pour se guider et avança à petits pas. Le disjoncteur se trouvait dans une chambre d'appoint au fond. Les volets étaient baissés depuis 3 jours, et sans les voyants lumineux de la télé et de la boxe, l'appartement revêtait un masque angoissant. Rémi progressa, les mains collées au mur, après avoir cogné son meuble télé et sa bibliothèque. Il s'engagea dans le couloir central, desservant le reste du logement. Il appuya sur la poignée et ouvrit la première porte qu'il trouva. Heureusement, même dans le noir, les pièces projetaient des ambiances très distinctes. Il reconnut la cuisine au cliquetis caractéristique du ventilo de son frigo d'occasion. De faibles raies de lumière passaient par le volet en parcourant l'endroit du regard. Il frissonna. Il eut un mauvais pressentiment. Quelque chose n'allait pas. Pourtant, il ne laissa pas la sensation se propager. Chassé par une odeur nauséabonde, il n'avait toujours pas sorti la poubelle depuis son retour. Il y grimaça en sentant son pied glisser dans une flaque visqueuse et enleva ses chaussures. Hors de question de disséminer cette fétidité dans tout son appartement. Il ouvrit une seconde porte et reconnut le parfum boisé caractéristique de son gel douche. Il continua à avancer et entendit un claquement sec. Était-ce Sonia? Il attrapa la poignée du bout des doigts. Il frissonna, la fraîcheur du parquet se diffusant à travers ses chaussettes. La climatisation avait tourné toute la nuit. Il avança. Le disjoncteur devait se trouver. Rémi se figea. Mais s'il y avait l'air conditionné, il sentit ses poils se hérisser. Voilà ce qui l'avait dérangé dans la cuisine. Le frigo ne pouvait pas marcher. Si le courant était coupé, c'était un piège. Le cœur battant, il se félicita d'avoir enlevé ses chaussures. Il rebroussa chemin vers la porte. Il allait prendre un couteau à la cuisine, puis c'est alors qu'une odeur très fleurie lui saisit les narines. La respiration saccadée. Il était là, il venait à peine d'en prendre conscience, qu'une corde lui en serra la gorge. Il se débattit, le lien lui mangeait la chair. Il sentit sa peau s'effriter, il tira pour faire lâcher prise. C'était surprenant que quelqu'un d'aussi petit ait autant de force. L'ourlet d'une robe lui lécha les mollets en l'attirant à lui. Le parfum s'intensifia. Une poitrine rembourrée s'écrasa dans son dos. Ce fou s'affublait comme une femme, excitée par l'odeur fleurie. Sa migraine s'aviva. Il eut
Soudain, la sensation de perdre conscience et un flot de bile monta dans sa gorge. Le rire caverneux, la peur s'infiltra en lui et l'impuissance l'abattit. Il eut un hoquet et se retint de vomir. Il devait se ressaisir. Il allait mourir étouffé. Son agresseur lui arrivait à peine à l'épaule. Ses bras tremblaient pour maintenir la corde. Il commençait à fatiguer. La pression décrut. C'était autre chose que de s'attaquer à des femmes. Rémi bonda ses muscles et se remit debout, déséquilibré. Son agresseur desserra son étreinte. Rémi avala tout l'air qu'il put. Le mur. Il devait l'atteindre à tout prix, mais Pierre se ressaisit et retondit la corde. Rémi oublia tout. Il pensa aux victimes, aux familles, à Charles, à sa brigade. Ce salaud, il allait payer. Il lui montrerait. Un cri surgit de ses tripes, vibra dans son corps, enflamma son âme. Il donna un coup de coude incisif dans l'estomac. La corde glissa sur le parquet. Rémi hurla et se retourna. Il hurla et l'empoigna aux épaules. Il hurla et recula avec lui, aussi vite qu'il put, contre le mur. Un craquement sec se fit entendre. Rémi tomba à terre, à bout de souffle. Son cœur battait si fort que chaque pulsation lui donnait le sentiment d'être la dernière. La contrition à sa tête était maintenant insupportable. Il vomit, il mit ses mains sur sa tempe. S'il s'arrachait l'œil, la souffrance disparaîtrait. Il essayait de lutter contre les vagues de l'étourdissement. Il devait prendre son téléphone, appeler les renforts. La douleur fut plus puissante. Il s'écroula. Dimanche 11 octobre, vers 19h30, quelque part dans Bordeaux. Lorsque Rémi se réveilla, il était dans le noir, le sol était mouillé et les fluves fleuries avaient été remplacées par une odeur douceâtre. Il essaya de se redresser, mais il glissa. Du sang, il en était recouvert. Il se tâta frénétiquement. Il n'était ni coupé ni blessé. Il parvint à s'asseoir. Il était en vie et il se sentait bien, merveilleusement bien. Ses yeux s'habituèrent à la pénombre. Il distingua une forme allongée sur le sol. Est-ce que Sonia allait bien? Tout en regardant la silhouette inconsciente, il eut une vision claire de sa prochaine action. Il prit son portable dans sa poche et appela la police. Dimanche 18 novembre, 14h, unité pour les malades difficiles de Montfavet-Vaucluse. Recroquevillé dans son lit, Émile regardait fixement une moisissure sur le mur. La chambre était spartiate, le matelas rude et les parois grisées par des graffitis délavés. Il allait bien, il n'entendait plus les voix. C'était le silence dans sa tête. Si seulement il pouvait en être de même avec celle du monde extérieur. Il n'en pouvait plus de ce balai incessant, les cris des autres malades, le babillage des infirmiers, les psychologues, les interrogatoires, les interviews. Avec le temps, il avait appris à être présent en apparence seulement. Dès qu'il le pouvait, il s'évadait. Aujourd'hui, c'était grâce à cette moisissure. Elle était verte. Rien n'était coloré ici. Tout était blanc, sale ou gris pâle. Il aimait bien le vert. Ça lui rappelait les champs. Lola, il sentait la chaleur du soleil sur sa peau, les papillons, l'odeur de l'herbe, des coquelicots à perte de vue, la fleur préférée de Lola. Les galopades à travers champs pour la rejoindre, savourait le vent gonfler ses cheveux. Puis des rires, car Lola adorait courir. Elle lui fredonnait quelques airs prétextes à l'entraîner dans une danse survoltée. Elle porterait ses escarpins roses et lui vêtirait son smoking comme ce jour de carnaval à l'école, et il la ferait virevolter et tout
ce qu'Emir n'avait pas vu, c'était les deux infirmiers qui le fixaient de l'autre côté de la porte blindée. Pfff, pfiou, il fait froid dans le dos de le nouveau. Oui, mais moins. Il est calme, mais au moins il est calme. Qu'est-ce qu'il amène? Trouble dissociatif de l'identité. Il étranglait des femmes. Le plus corpulent eut un reniflement méprisant. Pff, ils disent tout ça. Laisse-moi deviner. Son autre personnalité était un petit garçon de 9 ans, anxieux et maltraité. Oh, c'est mieux que ça. C'était un commissaire. L'autre infirmier écarquilla les yeux. T'as pas lu son dossier? Il a tué une femme, rencontrée à un bal. Il l'a enterrée sur la plage. Le lendemain, il y repart et appelle la police pour dire qu'il a trouvé le corps. Le corpulent s'exclava. Il s'est fait coller à la plage. Trop bête. Non, t'y es pas du tout. Il va au commissariat avec une ramette de papier, affirmant que c'était un dossier sur une espèce de tueur en série. L'officier qui lui a parlé a cru un canular et l'a rembarré. Du coup, le mec, toujours dans son délire, rentre chez lui avec une nénette qu'il a croisée à une sandwicherie, réussit à la convaincre de monter et lui fracasse le crâne. L'infirmier corpulent écarquilla les yeux. Ben, comment la police l'a attrapé? Facile, ce couillon a appelé à nouveau les flics en disant qu'il était le commissaire Afonso et qu'il avait arrêté le tueur aux escarpins roses. Fin. Et voilà. C'était une dernière danse. La fin est plutôt est plutôt pas mal. C'était pas mal. J'ai pas mal aimé la fin, je m'y attendais pas trop. Donc c'est plutôt cool. J'espère que ça vous a plu aussi. Donc je vais peut-être pas recommencer avec un Percy tout de suite. Je vais chercher un nouveau livre. Et voilà. Je vous dis à la prochaine. Salut.